fait. Donc nous avons la première mention que nous avons de Lutèce et des parisis. Nous la devons à César qui raconte qu'en 53 avant Jésus-Christ, il se rend à Lutèce, il l'appelle Lutetiam Parisiorum, c'est-à-dire la Lutèce des Parisiens, ou des Parisis plus précisément, pour rencontrer plusieurs nations gauloises, dont les Parisis, pour mener une campagne ensuite contre les Sénons, donc une population qui était hostile et qui s'était montrée très hostile aux conquérants romains, une population qui était autour de la ville de Sens, dont le Sénon, Sens c'est la ville des Sénons, et il veut s'assurer de leur fidélité. Donc, quand il parle de Lutèce, qu'est-ce qu'il veut dire? Je dirais, pour paraphraser un auteur, de quoi la Lutèce de César est-elle le nom? Et c'est très difficile à dire parce qu'on n'imagine pas que César, devant rencontrer des nations guerrières dont il doute de la fidélité, et l'histoire lui donnera raison puisque les Parisiens vont se soulever, on imagine mal qu'il rentre à l'intérieur d'une île dans un oppidum. Donc il est probable que quand il dit, enfin c'est mon opinion, quand il parle de Lutèce, pour lui c'est simplement un lieu dit. Donc il est beaucoup plus probable qu'il rencontre les émissaires de toutes ces nations plus ou moins guerrières, plus ou moins hostiles, dans son camp. Donc il est probable que sur le territoire du Paris actuel, il devait y avoir un camp romain classique avec une palissade et un fossé. Malheureusement, ce serait le rêve de tout archéologue, mais on ne l'a jamais retrouvé. Par la suite, il y a une deuxième occurrence de Lutèce. C'est à propos de la bataille de Lutèce, quand Labienus, le lieutenant de César, César rapporte, d'après sans doute un rapport de Labienus, son lieutenant, que les Parisis se sont retranchés d'abord dans leur oppidum, qui est dans une île, et puis dont ils ont coupé les ponts, et que par la suite, face à l'arrivée des troupes de Labienus, ils estiment que c'est un mauvais terrain pour se défendre. Ils préfèrent tenter leur chance, avec malheureusement pour eux sans succès, contre les Romains en terrain découvert, et qu'ils ont incendié leur oppidum. Donc théoriquement, l'oppidum, c'est une île incendiée. Alors, ça allait tellement de soi qu'on l'a identifié tout de suite à l'île de la Cité. Malheureusement, ces derniers temps, cette opinion a été remise en cause parce que beaucoup de fouilles ont été menées dans l'île de la Cité à l'occasion des travaux, des fouilles qui ont été bien menées, et jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de niveau très pertinent pouvant correspondre à cet épisode de la guerre des Gaules. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas eu? Je pense qu'il faut être très prudent. Récemment, mon collègue et ami Xavier Pixoto a fouillé dans la préfecture de police, et sur le niveau, directement sur le sol vierge, il a repéré quelques trous de poteaux assez larges. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que quelques trous de poteaux font un oppidum? Donc je dois dire que, pour moi, je n'ai pas d'opinion définitive. Pendant très longtemps, j'ai pensé que ce n'était pas possible. Maintenant, on attendra un petit peu. Alors, vous avez dû entendre parler de Nanterre, qui est un site qui pourrait ressembler à la description de César, puisque c'est la boucle d'une île qu'on peut assimiler, la boucle d'une presqu'île, pardon, qu'on pourrait assimiler à une île. Mais jusqu'à présent, même si on a trouvé des niveaux qu'on peut dater contemporains de la guerre des Gaules, on n'a pas trouvé de traces de fortification. Donc je pense que, je le répète, il faut être très prudent. Peut-être que par la suite, on aura d'agréables surprises. Alors je vais montrer quelques images Alors là, vous avez par exemple, vous avez le monnayage des Parisis, qui est un monnayage parmi l'un des plus beaux de la Gaule, qui est un monnayage en or qui apparaît au cours de la fin du 2e et 1er siècle. Alors on en a trouvé beaucoup, vous voyez, dans toute l'île de France, qui correspond à peu près au territoire des Parisis, parce qu'on considère que le diocèse de Paris médiéval reprend grosso modo, c'est discutable, le territoire des Parisis. On a trouvé un certain nombre, et on en a trouvé quand même quelques-unes sur Paris. Donc et récemment, il y a quand même eu une découverte importante à Paris, à l'occasion des fouilles qui ont eu lieu à Saint-Germain-des-Prés. On a découvert des tombes gauloises, alors que jusqu'à présent, à Paris, on n'avait aucune structure, rien, que ce soit sur la rive gauche, sur la rive droite dans l'île, qui puisse évoquer une occupation gauloise. Donc c'est un véritable mystère. Donc là, je vous ai mis le plan qui avait été publié par le futur Napoléon III dans son livre sur la Gaule et César.
dans lequel il a fait restituer le récit canonique tel qu'on l'interprète du récit de César, qui aboutit forcément à l'île de la Cité. Alors, une des raisons qui ont fait douter un petit peu de la réalité, de la possibilité que l'île de la Cité ait pu être l'oppidum, c'est que, comme vous le voyez sur cette carte des inondations, c'est une zone qui a été très longtemps très inondable. Donc il y avait très souvent, c'était extrêmement difficile de l'occuper. D'autant plus que nous connaissons la Seine maintenant comme un fleuve canalisé, mais il faut l'imaginer comme un fleuve comme la Loire, c'est-à-dire un fleuve sauvage avec beaucoup d'inondations. Alors, nous voyons donc que ce n'est pas ce soir que nous réglerons le problème de la lutèce gauloise. On va être obligé de passer directement à la lutèce romaine. Et d'ailleurs, il y a une certaine logique parce que, en règle générale, on dit souvent que les chefs-lieux de civitas romaines reprennent les chefs-lieux de civitas gauloises. Bon, l'exemple canonique étant la ville d'Autun qui se crée à 7 km de l'oppidum de Bibrac. Donc en général, les Romains, quand ils veulent créer un chef-lieu, ils se mettent à l'écart de l'ancien chef-lieu gaulois. C'est très rare les cas de continuité topographique. Donc si on veut faire de l'île de la Cité le berceau de la ville romaine, il faut bien savoir que c'est une exception. Ce qui peut expliquer donc, ce qui va plutôt à l'encontre donc de la théorie de l'oppidum dans l'île de la Cité. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que les premiers niveaux de la ville, tels qu'on peut la connaître, c'est-à-dire avec des rues, des maisons, on les trouve qu'à la fin de l'époque d'Auguste, dans la première décennie au début de la première décennie de notre ère. Alors on peut se poser la question, que se passe-t-il entre la fin de la guerre des Gaules, c'est-à-dire vers l'année 50, jusque pendant un demi-siècle. C'est-à-dire pendant un demi-siècle, on a une espèce de blanc dans l'histoire de la Gaule. Alors ce qu'on pense, c'est que en Gaule, à ce moment-là, il y a quand même des règlements de compte, parce que la guerre des Gaules, elle a dressé des peuples les uns contre les autres. Et même à l'intérieur des nations gauloises, il y a des rivalités. Il y a les pro-romains, il y a il y a les collabos, les résistants, schématiquement. Et donc, il y a sans doute une période assez troublée qui doit durer pendant plusieurs décennies. D'autant plus qu'à la même période, il y a aussi une guerre civile qui se développe dans tout l'Empire, entre d'abord César et Pompée, et ensuite Auguste et Antoine. Et la fonction, on peut dire, de la Gaule, c'est de fournir des troupes, du matériel, des vivres pour ces campagnes. Donc là, il n'y a aucun souci. Là, on peut penser qu'à cette époque, il n'y a pas de besoin. On maintient simplement des garnisons pour surveiller un peu la Gaule, mais il n'y a pas de volonté d'organiser véritablement la Gaule. Et c'est peut-être là qu'il faut trouver l'origine de Lutèce. Parce que si on n'a plus de traces gauloises, dans cette période vers moins 30 jusqu'au début des premières maisons romaines, on a des traces significatives d'une occupation qu'on peut appeler de caractère militaire. Alors, ce qu'on pense, c'est qu'il y a peut-être que sur le sommet de la montagne Sainte-Geneviève, à une vue tout à fait panoramique, sur toute la plaine de Paris. En plus, ça permet de contrôler le fleuve, qui doit avoir une fonction très stratégique importante. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'on a installé un cantonnement d'auxiliaires gaulois, parce que c'est rarement des légionnaires, c'est-à-dire des troupes strictement romaines qu'on met dans cette fonction, mais on emploie souvent des auxiliaires, dont probablement des auxiliaires gaulois. Et les traces que nous avons, les artefacts qu'on retrouve dans les fouilles, les rares fouilles qui ont livré ce genre de matériel, c'est très souvent, ça montre une population qui est passée par le moule de l'armée, qui a été romanisée par l'armée. Alors on peut penser que ce sont des troupes gauloises qui ont été intégrées dans des troupes, dans des armées romaines, justement, peut-être pendant la guerre civile, et qu'ensuite on a remobilisé en Gaule. Ce qui explique qu'on trouve tous ces artefacts qui sont visiblement de caractère romain et qui sont moins de caractère indigène. Alors, l'élément emblématique, c'est ce qu'on appelle
on l'a appelé pompeusement l'homme du Sénat. C'est parce que lors d'une fouille, on a découvert dans une cour du Sénat une fosse, là où vous avez, vous voyez, vous avez donc là le Luxembourg, hein, et là en face, dans une annexe, il y a des travaux qui ont eu lieu là, et on a trouvé plein de fosses, plein de puits romains, et même sur ce qui correspond à une tracée d'une rue romaine, hein, bon, qu'on a pu indiquer, on a trouvé une fosse qui était très particulière. Donc, si elle est sous une rue romaine, ça veut dire qu'elle est antérieure à une rue romaine. Donc, on a trouvé cette fosse ici, hein, et elle a été fouillée dans des conditions difficiles par Edmond Servat, mais elle a donné, dans les années 70, mais elle a donné des résultats. Et voilà, cette fosse, au fond de cette fosse, vous voyez, qui était très profonde, qui faisait 6 mètres, on a trouvé un squelette, hein, qui était accompagné de beaucoup d'objets, donc beaucoup d'amphores vinaires, d'un type qu'on connaît bien, qu'on appelle le type de Ressel, qui sont des vinaires, des amphores qui viennent d'Italie, et associés, et il y avait donc des traces d'habillement avec une fibule, un fourreau d'épée, et quelque chose, une pierre pour aiguiser l'épée, et plus toute une série de céramiques. Alors, ce mobilier est typique, il est antérieur il est presque contemporain de la guerre de Gaulle. Alors, certains y ont vu un guerrier malheureux qui aurait été vaincu, etc., dans l'épisode tragique de la bataille de Lutèce. Mais en tout cas, il a été interprété puisqu'il a un équipement mixte, parce qu'en plus, oui, j'ai oublié de vous dire, il a une ceinture qui est typique de l'armée romaine de cette période, du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et donc on pense que c'est pourrait être un de ses auxiliaires qui aurait occupé, la colline Sainte-Geneviève. Et alors les amphores vinaires, c'est très intéressant parce que c'est un rite typiquement gaulois. Mon collègue, lors de la séance précédente, avait évoqué, mais les Gaulois apportaient beaucoup de vin et pratiquaient les banquets rituels dans lequel ils sacrifiaient beaucoup d'amphores. C'était quelque chose de cher, parce qu'une amphore, dit-on, mais ça c'est invérifiable, ça valait le prix d'un esclave. Et donc ça peut être une tombe donc d'un guerrier avec tout le rituel qui convient. Bon, certains pensent que ça pourrait être aussi même quelqu'un de sacrifié, mais ça devient un petit peu assez problématique. Alors moi j'ai eu la chance de faire d'une fouille que j'ai fait en 2006, de retrouver peut-être un de ces états pré-romains, parce que jusqu'à présent, c'était la seule structure qu'on pouvait associer à cette période dont on ne sait pas grand-chose avant le 1er siècle. Alors, dans une fouille que j'ai menée à l'Institut Curie, sous les niveaux antiques, hein, donc sous la rue, vous voyez, il y a une rue qui est là, qui aboutissait à d'autres rues antiques. Sous la rue, on a trouvé à cet emplacement un énorme fossé qu'on voit là, vous voyez, qui est très très grand. Et ça, c'est une structure que beaucoup de spécialistes considèrent comme strictement, comme très probablement militaire. Donc on aurait peut-être l'intention, c'est comme nous sommes sur le sommet de la montagne, on aurait peut-être un indice, un aménagement militaire de cette période, et le mobilier associé correspond tout à fait à cette période antérieure de la ville. Alors l'une des hypothèses qui a été formulée, c'est qu'on aurait confié la construction de la ville d'une nouvelle ville, parce que la fonction quand Auguste, au début du premier millénaire, décide, une fois que la paix est établie, c'est-à-dire une fois qu'il a vaincu ses rivaux, Auguste, très probablement, décide donc d'administrer la Gaule. Et pour l'administrer, la façon dont les Romains administrent les nations conquises, ils les administrent à partir des villes. Donc la ville, elle a une fonction politique qui consiste à contrôler une population. Et pour ça, on va créer des monuments qui va permettre de les administrer. Donc là, c'est l'un des rares cas de fossé de cette occupation. Alors maintenant, je vais faire un raccourci, je vais vous parler du pilier de... Parce que déjà, vous voyez déjà qu'on a beaucoup des doutes sur la continuité topographique entre la ville gauloise et la ville romaine, puisqu'on n'a rien de la ville gauloise. Alors, l'un des arguments qu'on avance pour parler de cette continuité, c'est le pilier des Noutes. Alors voilà, je vous en montre un exemplaire, l'un des côtés de l'un des piliers pour vous montrer la qualité de l'ouvrage. Alors voilà, d'abord c'est son lieu de découverte. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a été découvert quand on a creusé,
un caveau les archevêques de Paris. Et dans ce caveau, on a trouvé un mur, et sur ce mur était composé avec des blocs de remploi qui étaient les dés de ce fameux pilier des nôtres. Pardon. Et c'est pour moi l'occasion de tordre le cou à une légende qu'on voit encore souvent. On dit que Notre-Dame aurait été la première église, la première cathédrale de Paris, ce qui est vrai, mais très probablement vrai, mais ce qui se passe beaucoup plus tard, et qu'elle aurait été bâtie sur un temple romain, ça aurait été, on avait une espèce de... Alors la continuité topographique est encore merveilleuse, parce que c'est une continuité religieuse. Donc un temple dédié à Jupiter, puisque comme vous le verrez sur le pilier, il y a une représentation de Jupiter, aurait succédé une cathédrale, une basilique chrétienne. Donc on voit très bien que ce mur, c'est un mur de remploi. Et dans l'île de la Cité, au IVe siècle, il n'y a que ça, il n'y a que des murs en remploi, et c'est tous des blocs qui viennent de l'extérieur de l'île. Parce que l'île de la Cité, pendant le Haut-Empire, elle est principalement pas construite. C'est un faubourg de Lutèce. C'est un petit faubourg peut-être avec des activités industrielles, peut-être commerciales, peut-être portuaires, mais ce n'est pas la ville au sens propre puisqu'elle n'a aucun monument. Donc déjà, déjà il y a un problème ce problème de continuité. Alors là, vous avez ce pilier, donc il a été restitué par Jean-Pierre Adam. Donc là, voilà, il y a une partie qui est... Alors vous voyez, il n'est pas compris. Les parties en gris, ce sont les parties qui existent. Donc il manque des dés. Là, c'est une première restitution qui a été faite. Ensuite, on a une autre où on voit toutes ces représentations. Alors, c'est un monument insigne pour l'histoire de la Gaule, hein, même de la France, puisque là, vous avez une mention où on voit une dédicace à Tibère, hein, cet emplacement-là, Auguste, et il est associé je dirais pas à Macron, mais je dirais à Jupiter. Et donc, il y a... Donc, voilà. Et donc, c'est un pilier, en gros, qui a été fait par les nôtes, c'est-à-dire par des bateliers, qui est dédié à Tibère. Donc, il est très probable que son emplacement d'origine n'est pas l'île de la Cité, mais plutôt du côté du Forum. C'est la logique. C'est qu'il soit de ce côté-là, au milieu, dans le centre le plus civique de la ville, qui est le Forum. Alors, pourquoi je vous présente ça? Parce que vous voyez ici, vous avez des représentations qui... Alors là, vous avez des représentations de dieux, un dieu gaulois, Cernunnos, Smertrius, un autre... C'est bon, Cernunnos, c'est un dieu qui est proche de Vulcain. Hein. Smertrios, c'est un dieu guerrier. Là, vous avez Castor et Pollux. Là, vous avez Jupiter. Esus, qui est un dieu gaulois, qui est un dieu peut-être des charpentiers, puisqu'il... c'est la raison pour laquelle les nôtres l'ont choisi. Et le mythe, c'est un mythe gaulois. Donc Esus poursuit un taureau qui est couronné par des grues. Torvos trigranius. Et donc c'est un mythe gaulois qu'on ne comprend pas. À côté, vous avez Vulcain. Là, vous avez la dédicace à Tibère, assimilée à Jupiter. Puis ensuite, vous avez d'autres des passages qu'on ne comprend pas. Ensuite, là, vous avez Mars et Minerve peut-être. Là, vous avez Mercure et Fortuna. Et là, je ne me rappelle plus, on ne sait pas trop. Et là, sans doute Vénus. Oui, Junon et une autre déesse inconnue. Et là, peut-être Vénus se regardant dans un miroir. Mais ce qui pose problème, ce sont ces deux blocs. Là, on voit des personnages avec un bouclier de tradition celtique, avec des espèces de bonnets ou des casques, ce sont les interprétations. Et vous avez les mêmes ensuite, avec deux boucliers un peu différents, avec des bonnets, mais avec des barbes. Et ensuite, cette dernière figure assimilée à des déesses de la navigation. Alors, le roman municipal, qui a été beaucoup développé par Marie Duval, ils disent ce sont les nôtres qui se sont représentés en armes. Ils avaient le cortège des jeunes, et comme ils ont la barbe, c'est le cortège des anciens. Et donc, ce seraient des nôtres, ça montrerait que les nôtres avaient continué à avoir, les nôtres dont on pense qu'ils avaient un rôle important à la période gauloise, ont continué à administrer la ville. C'était un peu c'était l'oligarchie de la ville, et c'est pour ça qu'ils ont dédié, que leur profession a dédié ce pilier à César. Alors vous voyez qu'on a restitué, comme on lui manque des blocs, et là, curieusement ici, alors oui,
Pourquoi? Oui, je vais passer à la suivante, ce sera plus clair. Oui, à cet endroit-là, vous voyez, une espèce de barcasse qui a été dessinée arbitrairement. Pourquoi? Parce que là, au-dessus, vous avez une espèce d'objet un peu rond qui a été interprété comme un coulpe de bateau, c'est-à-dire comme quelque chose, comme un truc de charpentier. Alors, comme on veut à tout prix que ça soit des nôtres, on a rajouté complètement arbitrairement cette barcasse. Alors, des études récentes tentent plutôt à prouver que ce monument, vous voyez que le motif du pilier est complètement civique et religieux, et il n'y a rien de professionnel. Donc on pense plutôt maintenant que aussi, ça représente des motifs religieux qu'on retrouve par exemple sur d'autres documents comme un chaudron connu qui s'appelle le chaudron de Gundestrup, et que ça représente des guerriers gaulois, sans doute des héros, des Pictiques. Donc on a plutôt tendance maintenant à ne plus reconnaître dans ce monument un monument célébrant des nautes armés. Ce qui pose beaucoup de problèmes dans le monde romain, parce que ce serait le seul cas connu. Alors maintenant, on va passer à la fondation de la Lutèce romaine. C'est un premier problème. Alors pour commencer, donc la fondation de la Lutèce romaine est bien datée par les niveaux qu'on a trouvés dans les maisons de la première décennie de notre ère. Alors moi j'ai eu la chance de trouver cette monnaie qui est très rare, qui est une monnaie d'Auguste, sous le premier état de l'un des cardinaux de la ville, donc qui prouve qu'il est antérieur à la ville. Alors je vous présente un peu comment se présentait le site naturel à ce moment-là. Donc on voit très bien que c'est un milieu extrêmement marécageux qui est assez peu propice à la construction, ce qui explique que les Romains, quand ils vont fonder la ville, vont s'appuyer sur la colline Sainte-Geneviève. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une volonté d'étager tous les monuments pour les mettre en scène. C'est ce qu'on appelle la mise en scène de la ville, qui permet de manifester la puissance de la ville par rapport à leurs rivaux. Et donc c'est un point de vue qui doit être vu de la scène. Alors vous voyez, en récupérant toutes les... Alors là, c'est un plan un peu grossier, maintenant on en fait des plus fins, mais on a mis tout ce qui était couvert en voirie sur le site de Paris. Alors en orange, vous avez les limites reconnues de la ville romaine, et en rouge, vous avez tout ce qui correspond à des rues ou des voiries. Alors on voit déjà que se dessine quand même une certaine orthonormie. Ensuite, quand on rajoute les monuments, on voit très bien qu'ils s'inscrivent parfaitement dans ce système orthonormé. Et quand on fait les prolongations logiques, d'après ce que l'on sait, on restitue, on arrive à ce plan de Lutèce. Et on voit très bien, à l'intérieur de ce plan de Lutèce, on peut dessiner une grille de fondation. C'est bien que voilà, on arrive donc à une grille qui fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette grille, dans la partie centrale de Lutèce, on peut tout faire rentrer. Toutes les rues et tous les monuments. Alors c'est ce qui permet de dire que ça a bien eu une création ex nihilo. Et cette création, elle s'est faite sur un module qui est un chiffre rond, qui est 300 pieds romains, ce qui fait à peu près 88,8 mètres. Donc ça veut dire que ce sont des carrés on a tracé la ville à partir d'un quatriage de 300 pieds sur 300 pieds. Alors l'axe fondateur, on voit très bien que c'est ce qu'on appelle le Cardo Maximus, actuellement là la rue Saint-Martin, la rue de la Cité, la rue Saint-Jacques. Avec là un léger décrochement qu'on n'interprète pas, mais on pense que c'est peut-être le raccord à une route plus ancienne, une route gauloise, à la fondation romaine. Donc ça montre bien qu'à l'exception de la petite occupation militaire gallo-romaine qu'on a vue auparavant, il n'y avait pas de ville gauloise, il n'y avait rien avant. Et l'intérêt de la ville, c'est que c'est une ville-pont. Alors attendez, on va revenir un peu en arrière. Alors le tracé s'est fait donc par des bandes seresses, donc par des urbanistes qui ont tracé à partir d'un appareil qui s'appelle la Groma, qui permet de tracer des parallèles et donc des perpendiculaires. Alors, il ne faut pas croire que chaque ligne de ce quadrillage correspond à une unité. C'est-à-dire que quand on implante une rue par rapport à un système, on n'implante pas la rue à cheval sur la ligne abstraite du quadrillage. On se sert, soit là vous avez deux cas, on se sert soit
soit on insère complètement un îlot à l'intérieur, soit on se met, c'est-à-dire qu'on intègre complètement la voirie à l'intérieur de l'îlot, comme ici autour du théâtre avec une place, soit pour le forum, on rejette la voirie à l'extérieur du carré. Et en plus, par exemple, on peut choisir de prendre simplement 2 carrés, comme c'est le cas pour le forum. Le forum, c'est ce qui nous a permis de retrouver ce quadrillage. C'est comme on a eu la chance d'avoir les 2 extrémités, on les a mesurées et ça faisait presque 178 mètres. Et 178 mètres, c'est exactement 600 pieds romains. Donc on avait bien l'unité. Et donc ça marche vraiment très très bien. Ce qui nous a permis de contester le fait qu'on disait auparavant que la ville romaine s'était développée de façon spontanée, en rampant, et on faisait des rues médiévales qui sont, comme vous le savez, étaient tous de biais. On le disait, c'est d'anciennes voies romaines. Ce n'est pas d'anciennes voies romaines, ce sont des voies médiévales. Les voies romaines, ce sont uniquement celles-là, ou éventuellement des voies qui ont... Parce que les Romains sont quand même très empiriques, ils ne cherchent pas systématiquement à faire tout rentrer dedans. Quand ils ont un problème, ils acceptent de sortir un petit peu. Et à l'intérieur des insulas d'habitation, les habitants sont libres de tracer les voies comme ils veulent. J'explique qu'à l'intérieur d'un îlot, par exemple, vous pouvez avoir des voies en biais. Mais tout le système de voirie qui détermine la ville romaine est délimité par ce système. Alors c'est un schéma donc, comme je l'ai dit là, qui permet la fonctionnalité de la ville grâce à un système de routes bordées de fossés, puis de caniveaux. Dans un premier temps, on va faire des caniveaux quand on va construire les maisons en colombage, c'est-à-dire en bois et en torchis, mais de façon très, très au carré. Puis par la suite, quand on va faire des maisons en dur, à partir de la fin du 1er siècle, en maçonnerie avec des toits en tuiles, comme ça draine beaucoup plus d'eau, les tuiles, les fossés n'ont plus suffi. Donc c'est à ce moment-là qu'on a installé des vrais systèmes de caniveaux. Alors, je vais vous montrer quelques rues de Lutèce. Alors, ce sont des rues qu'on a découvertes à l'Institut Curie. Alors, vous voyez, là, vous avez le premier état de la rue. Alors, là, il y a un égout horrible qui a perturbé. Mais enfin, là, je vais revenir un peu en arrière. Là, vous voyez, vous avez la largeur de la rue, les 2 fossés, un fossé là et un fossé là. Et là, d'un côté, il y a un trottoir. Et là, vous avez le mur des maisons. Et là, vous avez la même chose de l'autre côté. Avec là, vous avez le fossé qui est beaucoup plus marqué. Oui, alors les rues romaines, ces espèces de petits cailloutis, c'est l'un des critères fondamentaux pour reconnaître une rue. Quand on fait une fouille dans un site romain et qu'on voit ce genre de macadam, on se dit « Ah, on a des chances de trouver sur une rue ». C'est très souvent une rue. C'était le macadam de l'époque. C'est un peu universel dans tout le système romain du Haut-Empire. Je vais vous montrer un autre exemple. Ça, c'est une fouille qu'on a fait boulevard Saint-Michel, hein, pas très loin de la Fontaine. Et là, vous voyez, on a le premier état de la rue qui n'est pas encore construit, et on a même des traces d'ornières qu'on voit ici. Et là, voilà en gros plan ce fameux cailloutis avec les traces d'ornières. Ça ressemble un peu à du stabilisé, quoi. Alors, ce qui reste des rues actuellement, des rues d'origine romaine du Haut-Empire, voilà ce qu'il en reste dans Paris actuellement. Enfin, qu'on connaît. C'est-à-dire que vous avez la rue de Vaugirard, bon, mais qui n'aboutissait sans doute pas directement comme dans la rue, qui devait s'arrêté là. Il y a le Cardo Maximus. Là, vous avez le Cardo de Boulevard Saint-Michel. La rue des Fossés Saint-Jacques, qui se poursuit ensuite par la rue... je la connais qu'elle est... Non, ça me reviendra. C'est la rue en biais. Et donc là, vous avez la rue de Rivoli, mais qui est une rue plus tardive, mais qui reprend le tracé, et qui poursuit par la rue du Faubourg Saint-Jacques. Pardon, excusez-moi. Vous connaissez mieux Paris que moi. Et il y a la rue Saint-Denis aussi. Alors maintenant, je vais essayer de vous parler des monuments, et de plusieurs monuments. Alors on va commencer... Alors vous voyez, là, c'est un gros plan qui montre comment tout le système... Alors le système monumental, il a une fonction, comme je vous l'ai dit, c'est de romaniser, de faire entrer toutes les élites gauloises qu'on a ralliées un peu de force ou qui ont adhéré bien volontiers au système romain. Donc on les civilise en quelque sorte, on les fait adhérer au système romain par le système urbain. Et le système urbain, ce sont des monuments
il y a une injonction de l'autorité romaine à construire des monuments, mais c'est ce qu'on appelle de l'évergétisme, c'est-à-dire que ce sont les oligarques locaux, hein, les grandes familles locales qui financent, c'est les sponsors en quelque sorte, qui financent un grand monument, son entretien. Et en revanche, ils ont le droit des fois d'avoir une inscription, enfin, on a l'impression que parfois on y revient un peu. Et donc, ils ont droit de. Donc, tous les équipements publics sont pris en charge par des oligarques, par la curie, par les décurions, donc qui sont les municipalités oligarchiques qui gèrent les villes. Donc, on voit très bien comment là vous avez d'abord le forum, je le dis, donc il fait bien 2 unités. En dessous, on en parlera un petit peu, il y a les termes du forum qui dépendent véritablement du forum. Vous avez le théâtre, qui est ici, vous voyez, qui est inclus à l'intérieur. Vous avez les premiers termes qui étaient construits sans doute à la fin du 1er siècle, qui sont les termes dits du Collège de France, puisqu'ils sont implantés sur cette vénérable institution, et qui ont la particularité, on le verra rapidement, d'être des termes thérapeutiques, pas des termes, pas un balnéaire, pas que un balnéaire classique. On va commencer par le forum. Alors, ce plan vous indique à peu près où était le forum. Là, vous avez la rue Soufflot, hein, la rue Cujas, le boulevard Saint-Michel, qui est le quart de boulevard Saint-Michel, la rue Saint-Jacques. Donc, alors, si jamais on veut fouiller, il doit en rester encore un petit bout dans les cours, là, au milieu de ces îlots. Alors tout ça, on le doit essentiellement à Théodore Vaquet, qui avait suivi tous ces travaux. C'est essentiellement des immeubles haussmanniens. Donc, il avait suivi tous ces travaux, et c'est grâce à lui qu'on connaît tout ça. Alors, le forum, vous voyez, il se présente comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous ai parlé du côté un peu très orthonormé, c'est que pour la construction de ces monuments, bon, ces monuments, on pense qu'ils sont construits à la fin du 1er siècle, mais il est très probable qu'auparavant, dans les îlots délimités par le quadrillage général, il y avait peut-être ce qu'on appelle des protoforums, des bâtiments plus légers, dont malheureusement on n'a pas trouvé la trace. Mais à la fin du 1er siècle, au début du 2e siècle, il y a un développement considérable de la monumentalisation des villes en Gaule. Donc c'est une période de prospérité, donc on construit beaucoup. Donc une grande partie des monuments que je vais vous présenter ont été construits à la fin du 1er et pendant le 2e siècle. Et là, vous voyez qu'il a très bien que pour construire le forum, on a repris une subdivision du module initial, et c'est un module de 75 pieds, ou de 300 pieds, vous voyez. Ce bâtiment est construit avec un ordonnancement, un ordonnancement qui reprend le module. Alors vous avez donc vous avez tout autour tout un système de voirie, et le long d'un mur aveugle qui est tout autour, vous avez, on le verra un peu plus tard, vous avez des boutiques. On rentre par le forum par 2 portes, au nord et au sud, à moins que c'est le contraire, ou c'est le contraire. Non, c'est bon. Et on arrive sur une grande place. Au milieu de la grande place, il y a le temple. Ensuite, là, vous avez des escaliers. Il y a une galerie supérieure qui permet de faire tout le tour. Mais en dessous, par des escaliers, vous avez une galerie inférieure. Et là, vous avez une basilique et peut-être une curie. Une curie, c'est-à-dire l'emplacement où se réunit la municipalité, les décurions. Alors, on en a fait, là, on en a fait des maquettes électroniques. Alors, vous avez là un point de vue qui est vu d'ici, mais mes flèches se sont déplacées. Donc là, vous avez donc ici ce fameux système de... Là, vous avez un trottoir très important, avec un caniveau très gros, très important, parce qu'il recueille toute l'eau des toitures. Et vous avez de l'autre côté, là, un autre, par l'intérieur, vous avez un autre caniveau qui se trouve au bas du mur du podium, ici. Et l'eau est évacuée l'eau de l'intérieur est évacuée dans le caniveau central par des sorties sur les 2 portes. Donc là, vous avez le fameux cryptopartique, vous voyez, qui est une galerie souterraine, qui soutient... Là, vous avez les boutiques, pardon. Vous avez les boutiques qui sont ici, avec un étage. Ensuite, vous avez donc la galerie souterraine. Donc, mais tout ça, c'est un mur aveugle. Hein, on ne peut pas rentrer par là. Les boutiques ne communiquent pas avec le forum. Donc là, vous avez une galerie à 2 nefs qui fait tout le tour, avec une toiture. Et là, vous avez le cryptoportique. Alors, l'intérêt d'un cryptoportique... Pourquoi donc, vous avez une partie souterraine qui est uniquement sur cette partie-là. Et c'est pour une des raisons pour lesquelles ils ont implanté le bâtiment en pente. Parce qu'en pente, ça permettait justement de créer à l'économie un sous-sol, qui est quelque chose, qui est un choix très prisé de l'urbanisme antique. Donc là, vous avez le temple qu'on a restitué d'après un modèle, pour tout vous dire, c'est la maison carrée de Nîmes.
Mais ça marche formidablement bien. On a repris le plan de maison carrée, on l'a calé, il rentrait comme... vraiment, il s'emboîtait parfaitement. On s'est dit, pourquoi s'embêter, c'est reconstitué? On l'a déjà. Même s'il y a peut-être une petite erreur, il y a un siècle de différence entre les deux, mais comme c'est ce genre de temple qui se perpétue assez. Et là, vous avez donc la basilique. Alors, à la basilique, vous voyez, on entrait par ici, par un escalier. Alors, la basilique, c'est un endroit où on traite les affaires, où on se rencontre un peu à l'abri. Et il y avait peut-être, alors là ici, vous voyez, il y a des plateformes, on ne sait pas ce que ça peut être, mais dans certains cas, ça peut être des prisons. Donc là, c'est un petit peu, c'est à la fois la municipalité et la préfecture de l'époque. C'est là où tout se traite. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le forum, il a une fonction à la fois religieuse, puisque c'est là qu'on célèbre le culte impérial, et une fonction juridique, une fonction politique et une fonction économique. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas tellement de différence entre elles. C'est-à-dire qu'un magistrat, un décurion, c'est aussi un prêtre, puisque c'est lui qui sacrifie, qui fait les sacrifices pour l'empereur, donc qui régit avec d'autres magistrats, qui gère le culte impérial, qui est extrêmement important, puisque c'est lui qui permet de souder, qui fait la cohésion de l'Empire. Alors, très important aussi, vous avez vu, je reviens un peu en arrière, vous voyez, là, ce petit bâtiment, ce sont des thermes, mais ce sont aussi des latrines. Parce que pour entrer dans le forum, on n'y rentre pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut y être pur, donc il ne faut pas y arriver crado, si je puis dire. Donc la fonction des terres, ça peut être ça. Et il faut y être pur intérieurement, c'est pour ça qu'il y a des latrines. Alors ces latrines, elles ont été identifiées il n'y a pas très longtemps par deux chercheurs, Alain Boué et Florence Saracosa. Alors vous voyez, elles sont ici. Alors elles ont une entrée différente de celle du forum. Vous voyez, donc les personnes qui étaient dans le besoin, si je puis dire, apercevaient ici les latrines, elles étaient visibles, donc pouvaient se rendre comme ça. Là, c'est un mur. Et ensuite, on rentrait par là, et on pense qu'il devait y avoir un cerbère, et ensuite ils rentraient par là, et là, tout ça, c'est des bancs de latrines, et comme on n'a pas retrouvé le siège, si je puis dire, mais comme c'est assez normalisé, ça fait à peu près 60 cm, ça fait qu'il y a plus de 50 places. Donc il peut recevoir 50 places en même temps. Et ce qui fait de Alléluia pour Paris, nous avons les plus grandes latrines antiques de Gaule et de Germanie. Alors, ça peut nous paraître bizarre, cette sociabilité, mais pour les Romains, les latrines, c'est un lieu de sociabilité, on y discute. Simplement, une chose qu'il faut savoir, que c'est comme maintenu un peu dans l'ombre. C'est pour ça que Jean-Claude Golvin, a restitué des latrines, c'est pas celle de Lutèce, mais elle y ressemble un peu, avec une petite éclairage. Pourquoi? Parce que chez les Romains, c'est pas la nudité qui choque, même le fait de faire ses besoins, mais je dirais, c'est l'expression et les bruits. Et la vision. Donc ça reste dans une pénombre discrète, mais on peut discuter le coup, bon voilà. Il peut s'y passer d'autres choses, ce qui est la raison dont on sait par des textes antiques qu'il y avait souvent justement le cerbère qui était chargé un peu de faire la police. Alors, on va traiter tout de suite directement les termes. Donc les termes sont complètement indépendants des latrines, mais par contre, les gens qui pratiquaient les termes pouvaient s'y rendre par ce chemin-là. Alors les latrines, si vous voulez, c'est très simple. Enfin, c'est simple, on verra. Les termes, on en verra d'autres. Là le client, entre parenthèses, il rentre par là, il s'échauffe sur une piste, donc c'est une piste d'échauffement. Là, il y a une cour avec un bassin, avec des marches, donc il pouvait se baigner là s'il voulait. Et là, il y a des couloirs. Et là, il rentrait. Alors, c'est un système qui est parallèle. Il rentrait par là où il y avait un vestiaire. Alors, les termes se divisent en deux, partie froide, partie chaude. Et dans la partie chaude, donc c'est en rang, c'est des hypocaustes, donc c'est chauffé. Et là, vous voyez, très intelligemment, sans doute pour l'hiver, les vestiaires est contre une pièce chaude. Donc, quand les gens se déshabillaient, quand les clients se déshabillaient, se mettaient nus, ils étaient chauffés indirectement par la pièce chaude à côté. Alors après, vous avez tout le système des pièces chaudes, le laconicum, c'est-à-dire l'endroit où on sue, puis l'endroit où on est vraiment dans les tubes. Ensuite, le client, il passe dans la pièce froide. Il peut se baigner dans un petit bassin qui est là. Il a une vue par une fenêtre sur le jardin. Et éventuellement, il peut ressortir pour prendre un bain froid à l'extérieur. Ensuite, il se rhabille, il a fini, il ressort. C'est terminé. Donc c'est le circuit classique. Alors c'est un circuit qui est tout à fait classique. C'est les spécialistes des termes
Et il a simplement une petite, en plus, il y a cette pièce qui est un peu énigmatique, qui est une pièce chaude. Alors, ce que pensent certains, les spécialistes, c'est que comme il faut s'échauffer avant d'entrer directement dans la partie chaude, par des exercices, ça peut être un endroit où effectivement on peut s'échauffer quand il fait trop froid dehors, directement dans une pièce chaude. Enfin ça, vous savez, les spécialistes des termes, ils peuvent s'étriper pendant des décennies sur ce sujet. Il faut leur laisser ce plaisir. Alors, ce qui fait la ville, c'est aussi l'aqueduc. Je regarde où on en est. Ah, il faut que je me dépêche. Bon, je vais aller vite. Donc il y a un aqueduc qu'on a retrouvé à plusieurs reprises. Alors, ensuite, il y a les arènes. Les arènes, c'est très important. C'est une façon de civiliser. Alors, la caractéristique des arènes de Lutèce, donc voilà, là, c'est dernier plan que j'ai fait qui met tout ce qu'on a trouvé des arènes. Alors, très souvent, on a dit que les arènes, c'était quelque chose de gallo-romain. C'est un mix entre. Parce que la qualité des amphithéâtres gallo-romains, c'est d'avoir à la fois une arène pour les jeux du cirque et une scène pour faire du théâtre, ce qu'on appelle les édifices mixtes. Donc là voilà, on les a découverts à plusieurs reprises. Et donc on disait c'est un bâtiment typiquement gallo-romain. Donc on est toujours dans la volonté d'associer les Gaulois à la ville romaine. Bon. Alors là, voilà le plan auquel on arrive. Et ce plan, il n'a rien de gallo-romain. Il est même plus que romain, puisque on pense que c'est un prototype. Donc c'est-à-dire, c'est la première fois qu'on faisait ce bâtiment. Et il est inspiré de bâtiments qu'on trouve essentiellement et presque uniquement en Asie mineure. Donc pour trouver quelque chose de gaulois en Asie mineure, il faut se lever tôt. Et en plus, la forme de l'arène, qui est très particulière, n'est que c'est plutôt une arène qui est copiée sur un bâtiment qui lui ressemble, qui était trouvé en Afrique du Nord. Alors voilà, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est pas un bâtiment qui est bricolé, parce que là aussi, on a retrouvé les modules de construction des arènes. Donc, il est fait à partir de 2 arcs de cercle. Le point zéro, c'est là. Alors il y a un premier arc de cercle qui détermine tous ces cercles-là, et par des radians les vomitoires, c'est-à-dire les rampes pour entrer. Et ensuite, il y a un autre demi-cercle qui est 10 pieds plus loin, qui détermine ce cercle-là. Donc c'est une forme très particulière qui est déterminée uniquement par ça. Alors comment ça fonctionnait? Vous avez 2 grandes entrées, là. Et là, vous avez un podium. Alors je vais monter des restitutions, ce sera mieux, rapidement. Alors ça a donné beaucoup de restitutions. Alors il y a une première restitution qui était longtemps été canonique, et celle des Formigé, qui sont les architectes qui ont restauré, entre guillemets, le bâtiment actuel. Donc ils l'ont en gros un peu imaginé à partir de 2 modèles qui sont Arles et Nîmes. Par exemple, on pense maintenant que cette galerie magnifique avec ces arcades sont complètement pompées, entre guillemets, sur Arles ou sur Nîmes. Or, alors ça a donné... C'était tellement puissant comme en constitution que Jean-Claude Golvin, qui est pourtant mon spécialiste, mais qui n'a pas spécialement travaillé là-dessus, a repris ça pour restituer le forum. Ensuite, il y a une autre restitution, qui a l'avantage de montrer qu'il y avait un vélum, c'est-à-dire un toit qui était il y avait des mâts qui permettaient de tirer des toiles il y avait des câbles, des cordages exactement, qui étaient tout le long, et on pouvait tirer des voiles pour se protéger du soleil. Et donc c'était carrément des manœuvres de marins. Et donc là, alors ça c'était fait par Alban Pinto, et en revoyant il y a une maquette de Carnavalet qui est plus ancienne, qui est de Laurent Renoux, qui me semble plus fidèle, parce qu'il a abandonné cette galerie pour faire simplement 3 entrées. Donc là, vous avez des entrées privilégiées qui permettaient d'aller directement sur le podium, on était bien placés. Et ensuite, il y avait 2 grandes entrées sur les côtés qui arrivaient là, et il y avait des loges sans doute au-dessus. Et donc là, il y avait les combats. Et il peut y avoir périodiquement aussi des représentations théâtrales dont on ne connaît pas la nature. Et c'est un vrai mystère, parce que c'est très dur les spectateurs ne peuvent rien voir d'ici. Donc il est très probable qu'on installait dans l'orchestra des chaises, ce qu'on appelle une proédrie, et que les personnels privilégiés, puisque personne n'allait pas où ils voulaient, c'est pas comme au stade, c'est-à-dire
les prolos, c'est-à-dire les esclaves, étaient au-dessus. À mi-pente, il y avait les classes moyennes, et plus on était près, il y avait les oligarques. Le système romain est extrêmement hiérarchisé, et l'une des raisons dans les cahiers des charges des architectes, c'est que ces gens-là ne doivent pas se rencontrer. Alors, le théâtre, c'est un peu la même chose. Il y a un théâtre qui a été découvert rue Racine par Vaquet. Enfin, rue Racine, ça ne s'invente pas. Et donc, sans Vaquet, on n'en saurait rien, parce qu'il y en avait très peu. Et à l'occasion, dans la cour du lycée Saint-Louis, et un petit peu quand on a construit des réservoirs d'eau. Et donc, à partir de ça, Vaquet a pu restituer cet édifice, et on voit très bien que c'est tout à fait un édifice de type romain, comme chez Vitruve. Et lui aussi, on a pu retrouver ces modules qui reprennent des modules du grand module urbain de 300 pieds. Alors une division de 75 pieds. Alors les termes de Gay-Lussac, j'y reviens pas, on les a vus. Alors les termes du Collège de France, j'y reviens rapidement. Alors vous m'excuserez, les couleurs sont bariolées et différentes. C'est parce que comme je suis en train de faire un atlas du Paris gallo-romain, on fait des essais de couleurs, c'est pas définitif, ça ne sera pas aussi bariolé. Alors ce qui est intéressant, vous voyez là, vous avez le Collège de France avec la rue Saint-Jacques, il y a un autre quart d'eau qui est le quart d'eau de la rue Valette. Et là, vous avez une grande palestre qui a été fouillée récemment quand on a refait les salles du Collège de France. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont dans les nouveaux amphithéâtres du Collège de France. Bon, on a fouillé à cet endroit-là et on n'a trouvé absolument rien de romain. Ce qui est normal, c'est la palestre, donc c'est la cour. Mais on a quand même trouvé un petit peu par ici, un peu de dallage. Et donc cette partie avait été découverte dans les années 30. Et comme les spécialistes des termes, dont j'ai dit beaucoup de mal tout à l'heure, n'arrivent pas à savoir à quoi ça correspond, donc ils en ont conclu que c'était un bain différent, que c'était un bain thérapeutique, c'est-à-dire que ça avait une fonction, cette partie des termes a une fonction thermale. Alors c'est pas une fonction thermale au sens comme on a des sanctuaires de l'eau gallo-romain un peu partout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de côté divin là-dedans, c'est une cure à l'ancienne, hein, c'est Divonne-les-Bains, les gens viennent là, et on sait que c'était tenu par des grandes familles qui l'exploitaient, enfin pas spécialement à Lutèce, mais en général c'est documenté que dans l'Empire romain, ce genre de terme thérapeutique était à l'intérieur des villes, parce que ça rapportait du pognon, enfin des sesterces à quelques oligarques locaux, à quelques grandes familles. Mais par contre, on a une partie qui est très compliquée ici, et on pense que c'est une partie hygiénique, c'est-à-dire le bain classique romain, où on passe du froid au chaud, et voilà, enfin, le sauna de l'époque, en gros. Et donc, on pense que c'est un édifice mixte. Alors, au début, on avait passé les lignes là, maintenant, on l'avait passé là. Enfin, c'est encore en débat. Alors, ces termes, ce sont les plus longs de Lutèce, puisqu'ils font 2 modules et demi. Alors, ils ont été construits à la fin du 1er siècle, après Vespasien. Comme le temps file, alors je vais passer aux termes de Cluny qui sont les plus intéressants pour mon propos. Donc voilà, alors on sait maintenant, grâce aux travaux d'Alain Boué et Florence Zaragoza, on sait que c'est très probablement des termes qui ont été construits. Alors l'hypothèse, qui est discutée par certains, mais auquel je crois, que ça a été construit par l'évergétisme. C'est une évergétie impériale, c'est-à-dire c'est l'empereur directement qui a payé les termes sur sa cassette. C'est quelque chose d'assez classique. Alors, et que c'est des termes qui ont été faits sur un plan qui n'a rien de gaulois, comme toujours, mais qui est inspiré de canons, de modèles qui sont faits à Rome même à cette période-là, c'est-à-dire à la fin du 1er siècle. Alors maintenant, on a de bons éléments pour dater ces termes du règne d'Antonin le Pieux, c'est-à-dire entre 130 et 160 de notre ère. Et c'est une période où les monuments poussent comme des champignons dans tout l'Empire romain. Et c'est une période aussi où le culte impérial se développe de façon considérable. Il y a un climat de religiosité très très forte dans l'Empire romain, où l'empereur est carrément déifié. Donc il y a c'est comme une espèce de temple. Alors voilà comment on a restitué les termes. Ça, c'est actuellement tout ce qui reste des termes. Voilà, tout ce qui reste des termes. Mais dans tous ces vestiges, on peut les diviser en deux. Une partie en sous-sol, qui existe toujours, et une partie en... Non, pardon, j'ai fait le contraire. Ça, c'est la superstructure, c'est-à-dire c'est l'état, c'est au niveau 1, qui correspond au niveau de circulation des baigneurs.
Et ensuite, il y a l'étage souterrain qui correspond en gros au niveau de service, du service. Parce que, et là, quand on cumule les deux, vous voyez, on commence à se dessiner un plan. Voilà, quand on supprime le cadastre, ça donne ça. Et voilà un petit peu à quelle restitution on peut arriver pour les termes. Alors là aussi, on peut l'inscrire parfaitement en déclinant un module urbain. Il y a une seule exception, c'est que, j'ai oublié de vous faire montrer sur le plan, mais ça, vous voyez, c'est pas un carré, c'est un rectangle. Donc à la base, ici, on a bien les 300 pieds du quadrillage, mais là, on a... c'est beaucoup plus long, c'est-à-dire qu'on a étendu. Pourquoi? Parce que ce monument constitue le nouveau front de scène avec, pas la ville, mais la scène de théâtre. C'est-à-dire dans la mise en scène de la ville, c'est le premier monument qu'on voit, donc il doit être monumental, donc il doit être mis en avant. Alors voilà un petit peu, je vous fais rapidement le circuit parce que le circuit du visiteur. Là, à l'entrée, là, vous avez donc un décumanus qui est le décumanus de la rue des Écoles. Là, vous avez une espèce de fontaine monumentale. Là, il y a des boutiques comme pour le forum, c'est-à-dire, c'est peut-être là qu'on achète des serviettes, enfin bon, je plaisante. Donc il y a toute une série de boutiques. Donc les personnes rentrent sans doute, il y a sans doute une colonnade. Il y a là des espèces de couloirs. Là, il y a une palestre où le baigneur sportif peut commencer à s'échauffer. Ensuite, donc c'est un circuit, il y a même des deux côtés. Hein. Ensuite, il monte jusque là. Là, c'est une palestre couverte qui sert en même temps de vestiaire. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des endroits où on posait ses affaires. Une fois qu'on est là, le baigneur, il traverse rapidement le frigidarium. Tout ce qui est en bleu, c'est froid. Et il se rend dans les pièces chaudes, l'aconicum, les stricariums, c'est l'endroit avec qui on se frotte la peau. Puis tous les pièces tièdes, les pièces très chaudes. Et ensuite, il ressort par là. Il va dans la pièce froide. Il peut s'asperger d'eau froide avec une vasque, où il y a un petit bassin froid. Ensuite, il revient au vestiaire, il a terminé, et il ressort par le même chemin. Mais vous remarquerez que là, il y a une pièce supplémentaire. Alors, c'est quelque chose qui est d'origine, mais qui est rajouté dans le circuit classique du bain romain, qui est très probablement une piscine chauffée, dont on a pu restituer la forme. Alors maintenant, je vous passe l'ère des services. Alors, vous voyez, c'est totalement différent. Donc, il y a des sous-sols que uniquement où il y a du verre. Donc, ce que je vous avais pas dit, je reviens juste en arrière, mais c'est le temps pressant. Alors, remarquez que c'est très bien conçu. C'est qu'entre les pièces froides et les pièces chaudes, elles sont très séparées, hein, pour faire des économies d'énergie. Enfin, les termes, c'est des programmes techniques, des programmes de travaux qui doivent se combiner entre eux. C'est très complexe. Il y a des puits de lumière, vous voyez, qui éclairent. Vous voyez, en rouge, c'est les pièces les plus chaudes, ce sont les foyers. Je vais revenir un peu en arrière. Oui. Alors là, c'est la partie froide. Vous voyez, donc c'est la partie en sous-sol, où c'est là qu'on peut stocker les bois, on peut circuler, on peut voir parce qu'il y en a besoin de stockage. Et là, vous voyez, on peut circuler pour alimenter les foyers. Il y a une espèce de cour, parce que là, il faut imaginer une cour pleine de bois où les préposés au foyer alimentent des foyers qui sont ici, qui permettent de chauffer les pièces chaudes. Vous voyez, il y en a des deux côtés. Et il y en a ici deux très importants, et vous allez voir pourquoi. Parce que vous voyez, ici, vous voyez, là, l'entrée qu'on voyait... Je reviens, pardon, parce que c'est pas pratique. Là, il y a aussi un très grand bassin avec probablement une statue impériale. Donc là, le bassin, il est là. Et là, vous voyez cette pièce sur 2 étages. La fameuse palette. Et voilà la fameuse piscine. Alors, vous voyez, là, il y a un réservoir qui amène de l'eau. Avec des tuyaux, les Romains sont de très bons plombiers. Des tuyaux qui arrivent sur 2 chaudières. Et en dessous, elles sont chauffées par en dessous. Et ces chaudières, ces foyers, ils alimentent les chaudières. Mais comme en dessous, il y a un hypoco, c'est-à-dire un sol qui est soutenu par des pilotes, ça chauffe aussi le sol en dessous de la piscine. Donc, c'est une piscine chauffée avec de l'eau chaude. Donc c'est extrêmement sophistiqué. Et la forme avec des absides comme ça, c'est typique de ce qu'on appelle l'architecture baroque du XIIe siècle à Rome. C'est tout à fait caractéristique et qu'on retrouve aussi un peu ici. Alors dernier élément.
Alors, voilà un petit peu une vue des thermes vue d'en haut. Alors, ce qui est important, là, voilà, on était ici, hein, et là, il y a une fontaine très importante. Et l'étude du monument par Alain Boué et Florence Saracosa ont montré que très probablement, il y avait ici un bassin, ce qu'on appelle un lacuste, avec deux fontaines de part et d'autre, et à l'intérieur, une fontaine monumentale avec de l'eau qui sortait au pied de la fontaine. Et tout pense à. Et on a de bonnes chances de penser que c'était la statue d'un empereur, et ça pourrait être Antonin. Enfin, ça, on se fait plaisir. Vous savez, le métier de l'archéologue, ça consiste à se raconter une histoire en espérant que c'est la bonne. Donc là, c'est un petit peu. Alors là, c'est une très belle restitution qu'a fait Jean-Claude Golvin. Et là, vous avez des restitutions, comme pour celle du forum que j'ai montré tout à l'heure, qui sont d'Alban Brice Pimpeau, qui montrent un petit peu comment c'était. Alors, remarquez une chose sur ces restitutions, qui est très important, c'est que, vous voyez, on ne voit pas les arras de briques. Pourquoi? Parce que les arras de briques qu'on trouve très jolies, en réalité, c'est uniquement un procédé technique qui est destiné à faire des murs, à monter des murs. Tous les murs des bâtiments romains qu'on voit comme ça, ils étaient enduits. Alors les enduits tombent au bout d'un moment, mais esthétiquement on trouve ça beau, mais c'était pas du tout le but. Alors je vais vite finir, je suis un peu à la bourre. Alors pour toujours dans ce climat liturgique, donc vous voyez, parce que là, cette fameuse statue impériale, certains pensent qu'elle renvoyait à la cella du temple, qui est aussi dédiée à l'empereur. Et donc on y voit un supplément de liturgie impériale. Enfin ça demeure discuté. Alors là, je vous parlais rapidement des consoles de bateaux, parce qu'on va revenir à notre propos, qui est le problème des nôtres. Alors très longtemps, le frigidarium, on a dit que c'était, Paul-Marc Duval a dit que c'était l'endroit qui savait que les nôtres étaient tellement puissants, c'est des oligarques tellement puissants, que c'est eux qui ont fait construire, qui avaient fait construire les termes dits de Cluny. En réalité, on a bien vu que c'était probablement une évergésie impériale. D'ailleurs, ça paraît bizarre parce qu'il dit que c'est un lieu de réunion, mais enfin, les gens se réunissent à l'intérieur d'un frigidarium, alors qu'il y a des forums, il y a des endroits où on veut très bien se réunir. C'est pas au milieu des clients, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour aller plus loin dans son propos, il a remarqué, donc vous savez, les frigidariums, aux quatre coins de la partie du plafond, il y a 4 consoles qui sont sculptées monumentales. Et Paul-Marie Duval, il y voyait aussi de façon redondante, pas que le seul. Paul-Marie Duval qui a beaucoup apporté sur l'histoire des Orients de Paris. Mais là-dessus, on n'est plus d'accord. Donc ces consoles, il disait que ça représentait des bateaux chargés par les nôtres, qui témoignaient de leur prospérité et qui tenaient la ville. En réalité, des recherches récentes, M. Béat, ont montré qu'il faut plutôt y voir des bateaux marins. Des bateaux marins, puisqu'on y voit des motifs de dauphins, et qu'au-dessus, on a des fagots d'armes, plus d'autres choses qui n'évoquent pas vraiment du transport fluvial. Alors, les tenants de l'hypothèse que ça représente sur un monument des nôtres disent, mais parce que les nôtres transportaient aussi des armes. Mais enfin, il est beaucoup plus probable que c'est un manifeste de l'Empire romain, ce qui veut dire, ça veut dire que c'est l'Empire, un empire sur la mer. C'est un peu redondant, mais ça montre que maintenant l'impérium est exactement sur l'océan. Voilà, bon, c'est quelque chose qu'il ne faut plus développer, et donc c'était redondant de l'évergésie impériale. Donc, ce qui semblerait confirmer que les termes de Cluny, qui est l'un des rares monuments, qui est même l'un des rares monuments qui est conservé une voûte si haute dans son frigidarium, avec les arènes qui constituent l'un des 2 grands monuments de Lutèce, eh bien, est très probablement une évergésie impériale, ou moins de quelqu'un d'important dans l'Empire. Alors, je vais passer rapidement sur d'autres choses. Vous regardez la nécropole. Bon, la nécropole se situait là, du côté au carrefour Saint-Jacques, au carrefour de Port-Royal. Alors, vous voyez, bon, plus en détail, l'emplacement de la maternité Baudeloc. Alors voilà, c'est un détail pour montrer que on enterrait les gens habillés. Donc c'est quelqu'un qui a été enterré chez Saussure à Clou, avec son viatique funéraire. Il y a aussi la pratique de l'obol à charron, c'est-à-dire une monnaie qui est mise sur le divin, soit dans la bouche, soit dans la main, soit jetée directement dessus, qui est l'obol que l'on donne aux passeurs des enfers charron. Il y a aussi beaucoup de stèles figurées, ce qui est quelque chose qu'on a redécouvert récemment, qu'on a pu identifier comme étant des monuments funéraires. La stèle dite des poissonniers ou
ou des pêcheurs, parce qu'on voit des poissons ici, qui a été découvert en fondation dans l'édifice d'une basilique qui était dans l'île de Cité au IVe siècle. Celle d'un cavalier armé aussi. Donc, alors si ça c'est typique d'une celle d'un cavalier auxiliaire, puisque la cavalerie au Haut-Empire et les cavaliers sont des troupes auxiliaires. Il y avait aussi d'autres tombeaux monumentaux, comme ici un qui a été découvert, qui représente un Atis et qui a été remployé dans pour faire un sarcophage au 4e, 5e siècle. Et qu'on a retrouvé des équivalents dans d'autres grandes villes, comme en Suisse. Voilà, comme ici. Et je terminerai. Et là, voilà ce qui reste. Alors après, au IIIe siècle, il y a un recul urbain énorme qui est dû à la crise de l'Empire, qui est extrêmement importante. Et on voit très bien comment la ville se rétracte. Vous voyez, elle faisait à peu près 80 hectares sur la rive gauche, elle n'en voit plus que 20. Une grande partie des monuments sont abandonnés, réoccupés. Bon, certains parlent de bidonvilles. Par la suite, on installe des tombes à l'intérieur des arènes. Et la vraie ville, et c'est à mon avis, c'est là que naît un peu le dessin de Paris, mais on vous en parlera sans doute la prochaine fois, c'est dans l'île de la Cité qui, pour la première fois, alors qu'avant c'était un quartier périphérique de la ville, devient le centre de la ville avec des nouveaux monuments. Et je termine sur ce visage, parce que c'est quelque chose qui a été prélevé il y a une centaine d'années, plus d'une centaine d'années. C'était en fouillant une tombe du côté de Port-Royal. On avait scellé la tombe d'un nourrisson avec du plâtre, et le plâtre, en tombant, a moulé la tête, le visage du malheureux nourrisson. Donc c'est vraiment l'image du plus ancien Parisien connu. Donc, quelque part, c'est notre contemporain. Voilà, je terminerai là-dessus.